La Bibliothèque nationale de France. Pour célébrer les 400 ans de la naissance de Molière, la BNF invite le comédien Philippe Cobert et la metteuse en scène Julie Deliquet à échanger sur les manières de jouer Molière. Alors bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ici dans la salle ovale. Alors c'est tout nouveau pour nous. Il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles à la BNF en ce moment et surtout aussi sur le site Richelieu. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, le site vient de finir sa longue période de rénovation et il est tout beau, tout neuf avec son musée, ses salles de lecture, ses salles d'exposition. Et donc cette salle ovale qui, en temps normal, c'est-à-dire du mardi au dimanche, est ouverte au public pour travailler et pour découvrir l'histoire et les missions de la bibliothèque et qui ce soir accueille donc pour la première fois une conférence, et je suis très heureux d'accueillir ce soir pour cette première Julie Deliquet et Philippe Cobert qui nous ont fait l'honneur d'être là, qui ont libéré du temps dans leurs emplois du temps très denses de metteurs en scène, directeurs de théâtre et de comédiens pour venir ici parler de Molière. Donc juste un mot pour présenter mes invités. Donc Julie Deliquet est directrice du théâtre Gérard Philipe, du TGP, depuis maintenant 2 ans. Vous avez commencé juste avant le Covid, c'était un bon moment. C'est une metteuse en scène dont on connaît les travaux, en particulier à la Comédie Française avec Vania, avec Fanny et Alexandre, et avec donc tout récemment, et c'est pour ça que je souhaitais que vous soyez là ce soir, Jean-Baptiste, Madeleine, Armande et les autres, qui est donc un spectacle sur... on va savoir quoi, sur la troupe de Molière. Mais vous avez aussi, plus récemment, monté aussi un conte de Noël à l'Odéon, c'est ça, à Berthier. Et puis, dans votre théâtre, 8 heures ne se font pas en un jour. Ne font pas un jour, alors, pardon. Et sans doute bientôt d'autres projets. Donc merci beaucoup d'être là. Et Philippe Cobert, qui est le comédien que nous connaissons tous, qui est finalement le Molière de nos générations, on peut le dire, qui, comme vous le savez, a commencé un grand début de carrière au Théâtre du Soleil avec 1789, 93, l'Âge d'Or, et puis ce film Molière sur lequel on va revenir et qui, après, a lancé une grande épopée. Après avoir monté Don Juan. En effet, d'avoir monté et mis en scène Don Juan au Soleil. On aura l'occasion peut-être d'en reparler, à monter deux grands cycles, on va dire, autobiographiques, puisque nous avons ici à la fois Jean-Baptiste Poquelin et Ferdinand Faure en une seule et même personne, qui nous réjouit chaque fois qu'on le voit. Mais maintenant, c'est adieu Ferdinand, et la place est faite, je crois, plutôt à Alphonse Daudet en ce moment, que vous répétez à Bordeaux, et donc vous avez fait l'aller-retour pour nous et on en est vraiment très 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 heureux. Alors pourquoi cette rencontre autour de Molière? Vous savez, mais je le précise tout de même, que donc c'est le 400e anniversaire de la naissance de Molière, jusque-là ça va, que nous avons dans la Galerie Mansart, donc tout près d'ici, si vous ne l'avez pas encore vu, une exposition Molière, le jeu du vrai et du faux, en partenariat avec la Comédie Française, et donc je suis le commissaire avec Agathe Sanjuan de la Comédie Française, que je salue, qui est ici. Donc c'est vraiment un partenariat très fort sur les collections et un partenariat scientifique. Et donc autour de cette exposition, nous avons 3 rendez-vous. Le premier est déjà passé. Si vous l'avez manqué, c'était sur Corneille-Molière. Et le deuxième ce soir, le troisième début décembre. Donc, alors pour rentrer dans le vif du sujet, dans les différentes manières d'aborder Molière, il y a la manière dont on imagine sa vie, dont on célèbre sa vie, dont on explore sa vie.
dès la fin du XVIIIe siècle, on peut dire que certains auteurs se sont confrontés à la mise en scène de la vie de Molière. Les célébrations autour de Molière commencent au moment du centenaire de sa mort. Et je ne vais pas vous faire tout l'historique, mais un des moments forts de ce retour sur la vie de Molière, c'est quand même Carlo Goldoni qui écrit un Il Molière, qui est ensuite traduit en français, enfin adapté en français par Louis-Sébastien Mercier, et qui inaugure une longue tradition de pièces, de romans, de films sur Molière, jusqu'à alors voilà, je vais très vite, jusqu'à nos jours, avec peut-être un premier film que je signale parce que c'est assez amusant, c'est en 1922, on a une vie de Monsieur de Molière avec les comédiens de la Comédie Française. Et plus près de nous, il y a eu tous les événements autour du tricentenaire de la mort de Molière en 1973 à la Comédie Française. Et puis, donc, en 1978, le Molière d'Ariane Nouchkine. Et cette année, le spectacle qu'Éric Ruff a demandé, vous allez revenir sans doute sur ce dialogue que vous avez eu avec l'administrateur général de la Comédie Française, à Julie Deliquet de faire dans cette année de tricentenaire. Alors, dans tous ces spectacles, il y a la question d'incarner Molière, de mettre en scène la vie de Molière, mais peut-être avant de passer à des questions plus profondes, peut-être je vous demanderai à l'un et à l'autre de me rappeler comment est né en fait ces projets. Peut-être Philippe, est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment, si vous... J'aimerais bien laisser la parole à Julie. Eh bien, alors allons-y. Voilà. Je prenais un ordre chronologique. Alors, comment est né, moi, ce projet-là ? C'est peut-être la première fois que je suis confrontée à une sensation de commande, si ce n'est pas une commande dans le fond, mais dans la forme, puisque Éric Ruff m'a proposé de participer au 400e anniversaire de la naissance de Molière. Et là, j'ai dit, oulala, mais moi, Molière... c'est vraiment pas un endroit vers lequel j'aurais été naturellement. Je lui ai dit, t'es sûr ? Il me dit, mais réfléchis. Molière, c'est large. Il va être beaucoup monté lors de ce 400e anniversaire. C'est pour la salle Richelieu, pour toi, mais pense à quelque chose que tu pourrais faire aussi autour de Molière, peut-être la troupe. Voilà, il m'a laissé cette chose-là. Et puis, moi, j'étais vraiment à quelques semaines de prendre la direction du théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis. Puis je me suis dit, mais tiens, moi, Molière, comment j'ai rencontré Molière ? C'est via l'école. Peut-être comme beaucoup d'entre nous. J'ai pensé à tout, voilà, moi à Saint-Denis, il y a 70 établissements scolaires, autant dire que la question de Molière et la question de comment ces élèves-là vont rencontrer le théâtre avant même de fréquenter notre théâtre, Molière va être là. Donc je me suis dit, mais tiens, c'est quand même un territoire démocratique théâtral qui finalement est un début, que ce soit un bon ou un mauvais souvenir, que ce soit des souvenirs d'école, que ce soit le souvenir d'un premier spectacle qu'on a fait avec sa classe. Je me suis dit, c'est quand même le démarrage de tout, encore aujourd'hui, même si c'est évidemment l'auteur le plus joué dans le monde, mais en France, ça reste un début, ça a été mes premiers débuts, que ce soit mes souvenirs voilà, du médecin malgré lui en 5e, ou que ce soit quand j'ai commencé les cours de théâtre et que j'ai joué Bélise. Pas pourquoi Bélise dans Les Femmes Savantes, mais enfin j'ai joué ça. Et donc je me suis dit, il y a un début de tout. Et puis ça c'est un peu, on a eu la pandémie, on a laissé ça de côté un peu le 400e anniversaire. Je suis devenue directrice, j'ai eu des choses qui m'ont éloignée de cette demande-là. Et puis je me suis beaucoup posé la question de nos métiers quand on a été arrêtés. Alors d'abord parce qu'on a été arrêté, qu'on a été, même si en tout cas la question de l'utilité de nos fonctions, et puis de se dire tiens, on est un art finalement tellement artisanal, c'est-à-dire que si on ne peut pas être au contact, je parle vraiment du théâtre, de l'art vivant, on est tout aussi mortel que le spectateur en face, donc tout aussi potentiellement malade que le spectateur en face. Cette chose-là,
j'ai commencé à lire la biographie de Forestier. Je me suis dit, mais c'est fou, les arrêts maladie, les fièvres. En fait, de se dire, nous, c'était dingue pour nous dans notre société contemporaine, mais finalement, comment faisaient les femmes quand elles étaient enceintes? Tiens, elles remontaient sur scène 15 jours après. Mais comment elles faisaient? Il n'y avait pas de culotte à l'époque, comment elles faisaient avec leurs règles? Je me suis posé des questions comme ça sur l'histoire de nos métiers, qui doivent continuer coûte que coûte, qui finalement sont un peu des marginaux, et en même temps, la troupe de Molière est une première forme de démocratie où les hommes et les femmes sont payés pareil. Ils ont le même droit de consentement sur leurs assemblées générales, sur qui rentre, qui sort. Enfin, c'est complètement dingue de penser ça au XVIIe siècle. Et je me suis dit, finalement, moi, j'ai commencé le théâtre dans un garage avec une bande de copains. Jamais j'aurais pensé qu'à 30 ans, je serais reconnue par l'institution et que je prendrais une institution moi-même. J'ai pas du tout eu un parcours institutionnel dans mon travail. Et puis, j'ai repensé à la cartoucherie, à toutes ces utopies de faire du théâtre ensemble. Et je me suis dit, mais que ce soit l'utopie et le travail de comment faire groupe, comment faire démocratie, que ce soit interrogé à l'échelle de Molière, que ce soit interrogé à l'échelle de la Comédie Française, que ce soit interrogé à l'échelle de la cartoucherie, que ce soit aujourd'hui interrogé sur comment faire du théâtre dans nos missions de décentralisation, dans nos banlieues. Je me suis dit, mais tout ça, c'est politique et artistique et culturel, et ça m'a redonné le sens de nos missions. Et je me suis dit, il y a quelque chose là à faire avec ça. Donc quand on s'est revu avec Éric, cette idée de parler de la troupe comme étant un endroit de recherche démocratique. J'ai vu aussi le film de Frédéric Wiseman qu'il avait fait sur la Comédie Française dans les années 90, ce grand monsieur qui a questionné toute l'institution à travers, notamment, évidemment, bien sûr, son pays d'origine, les États-Unis. Je me suis dit, voilà, il y a Wiseman, il y a le Mouchkine de Molière, il y a cette biographie vivante avec la présence de Georges Forestier, la présence d'Agathe, de la Comédie Française, la bibliothèque. On avait les registres de Lagrange, de la Torillière. On avait cette matière-là qui était apportée. Et puis je me suis dit, peut-être que c'est une manière déguisée de parler de nous aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai pensé, oui, je veux parler de 1663, puisque c'est l'année dont j'ai parlé. Mais en fait, on va parler de 2022, puisque l'un est lié à l'autre. Si on le fête aujourd'hui, c'est pas pour faire un truc nécrologique. C'est parce que ça parle encore de nous aujourd'hui. C'est pour ça que c'est vivant, c'est pour ça qu'on le joue encore. Et du coup, je me suis dit, mais peut-être comme Piala, quand il a réalisé Van Gogh, on voit ses mains qui peignent. Si on ne sait pas que c'est ses mains à lui, il va parler de son métier à travers juste un épisode de la vie de Van Gogh. Je me suis dit, je vais faire ça. J'aurais absolument pas le talent de faire une grande épopée qui va couvrir toute la vie de Molière, comme vous l'avez fait vous. Je vais juste zoomer pour, de manière pudique, à travers eux, parler un petit peu de nous. Et c'est comme ça que ça a commencé, cette aventure. Et donc c'est autour de l'année 1663 et de l'école des femmes. Et autour de la querelle, voilà, de l'école des femmes, à partir du moment où c'est leur premier grand succès parisien, leur première grande pièce en 5 actes, qui va mener à cette déclinaison géniale, qui est répondre à la critique par une pièce, la critique de l'école des femmes, et répondre à la critique de la critique par une autre pièce, l'impromptu de Versailles, où lui-même, Molière, se met en scène, en mettant en scène ses acteurs et ses actrices, ce qui m'offrait aussi un matériau documentaire pour mon faux documentaire que j'allais coécrire pour cette année Molière. Merci. Alors Philippe, comment ça s'est passé au Théâtre du Soleil? Comment est né ce projet? Et puis surtout, est-ce que d'emblée vous étiez Molière ou comment ça s'est passé? Cette évidence d'aujourd'hui. Un peu comme vient de le dire Julie. Alors là, moi, c'était même pire. Molière, c'était un souvenir vraiment très ennuyeux de l'école. Et curieusement, moi, quand j'étais adolescent, je préférais Musset, Racine, Corneille. D'ailleurs, c'est marrant parce que la première comédie que j'ai jouée au lycée, c'était Les Plaideurs de Racine. Donc vraiment, mais alors Molière, oui, c'était Les Plaideurs de Racine, qui est d'ailleurs une pièce très amusante et moins connue. Mais enfin, moi, c'était la tragédie, le romantisme, etc. Et Molière, j'avais un peu peut-être une idée pré-68arde, mais c'était un peu le théâtre du bon sens, de la bonne mesure, de la bonne pensée, enfin que toutes les choses évidemment qui m'ennuyaient, d'autant plus que j'ai été emporté dans
dans la flambée de 68 qui envoyait en l'air tout ça. Non, au contraire, et comme vient de dire Julie, moi je ne connaissais rien de Molière. La seule chose, c'est que avant que ce projet, il faudrait que ce soit Ariane qui soit là évidemment pour en parler mieux que moi, je vais être son porte-parole une fois de plus, mais disons, avant le film Molière, on a travaillé sur un spectacle qui s'appelait L'Âge d'Or, et que les gens de ma génération évidemment connaissent, ont connu, qui était en fait la démarche, Ariane avait imaginé de inventer une commedia dell'arte contemporaine, c'est-à-dire d'aller plonger dans le souvenir ou dans l'imagination de ce qu'avait pu être la commedia dell'arte, plus que ce qu'elle avait été vraiment ou je sais pas quoi. Et l'âge d'or, c'était un âge d'or où le bonheur était sur terre, etc. Et on se souvenait d'une époque très lointaine, préhistorique, où il y avait la lutte des classes, où il y avait des patrons, des ouvriers, des Arabes qui arrivaient d'Algérie, voilà. Et c'était un projet magnifique qui lui a posé beaucoup de soucis, tellement d'ailleurs que par la suite, 10 ans après, j'ai pu en faire des comédies formidables et des pièces à n'en plus finir, parce que voilà, évidemment, plus il y a de soucis, plus il y a de problèmes et plus il y a de situations intéressantes. Et en tout cas, donc pendant tout le temps de ce travail, qui était un travail vraiment fondé sur l'improvisation. Ça faisait un moment qu'Ariane avait abandonné les textes pour se consacrer à l'improvisation depuis le spectacle des clowns. Moi, j'étais pas encore là, bien sûr, j'étais trop jeune. Mais là, elle avait décidé vraiment, comment vous dire, de donner le pouvoir aux comédiens. C'est-à-dire, alors, c'était par les masques de la commedia dell'arte, bien sûr, mais c'était, tu entres, et c'est toi le patron, c'est toi le roi du monde, ou, comme dans Shakespeare, tu es rien du tout et tu sors. Voilà. Alors après, c'est elle qui décidait, par son rire, tout simplement, ou son pas rire, qui était le roi du monde ou la reine du monde et qui l'était pas. Mais en effet, le plateau nu était comme la page blanche de l'auteur, et l'acteur entrait. Il avait juste une contrainte, il fallait qu'il parle le moins possible. Il pouvait faire tous les bruits qu'il voulait, il pouvait, mais le moins de mots possible. Si je peux oser ça, l'inverse du stand-up, c'est-à-dire l'inverse du bavardage. Il fallait trouver avec son corps, de la tête aux pieds, le langage de la commedia dell'arte. Et là, il s'est produit, j'essaye d'aller vite, mais c'est assez compliqué, mais c'est intéressant, il s'est produit une chose, c'est que chaque fois qu'Ariane essayait de proposer un scénario, une structure de scène, où les acteurs systématiquement, presque perversement, partaient ailleurs. C'est-à-dire leur imagination les emmenait ailleurs, tout le temps. Et Ariane a beaucoup souffert pendant ce spectacle parce elle n'arrivait pas à gérer le matériau que les acteurs lui apportaient, alors qu'elle avait quand même dans la tête un projet qui n'était pas précis, mais qui était... Et là, on avait travaillé sur des scènes de Molière, justement, pour voir ce rapport entre l'improvisation et ce qu'on appelle l'improvisation et ce qu'on appelle l'écriture théâtrale, puisqu'on sait bien que dans les pièces de Molière, l'improvisation avait beaucoup de place, que c'est comme ça qu'il a fait ses classes, qu'il a commencé, et même que toutes les pièces dont il s'inspirait étaient souvent des pièces italiennes d'origine. Et là, on avait en effet travaillé sur des scènes de comédie de Molière, etc. Et elle-même essayait de deviner à travers ce travail-là comment il faisait pour écrire à partir des improvisations de ses acteurs, ou comment il essaie de ses acteurs improviser. Il y a même vous devez en savoir beaucoup plus que moi là-dessus, mais il y a des choses on ne sait pas si c'était imprimé, pas imprimé. Il y a eu des pièces qui étaient imprimées malgré sa volonté. Notamment Dario Fo, c'est qu'en fait, dans les etc. de certaines pièces de Molière, c'est en fait la place pour des lazzi et pour de l'improvisation, en fait. Il faut pas les jouer au pied de la lettre. Exactement. Et donc, et je crois que pendant tout ce temps-là, et que peu à peu, pendant ce temps-là, le thème de Molière, pour cette raison-là, et pour l'autre raison dont parlait Julie, c'est-à-dire la question de la troupe, le thème de Molière, si on peut dire, le thème, j'aime pas le mot, mais l'idée de Molière, le fantasme de Molière, a commencé à la hanter.
Et puis un jour, elle a commencé à décider qu'elle allait qu'on allait faire un film sur Molière. Et voilà. Alors après, le fait que ce soit moi qui l'ai joué, ça a été à l'issue d'un long processus. Ça devait pas du tout être, évidemment, pas du tout être moi qui devais le jouer. C'était un film qui, de toute évidence, allait être cher, allait être un gros film. Elle voulait vraiment faire une reconstitution historique la plus fidèle possible, s'inspirer des dessins de Callot, des trucs, reconstruire Paris de l'époque, pas essayer de masquer juste des fils de fer et des trucs, mais faire un décor, travailler en décor, comme Carnet, voilà. Et donc, elle avait à l'époque, je pense on pensait tous qu'il fallait, il allait falloir un nom de cinéma. Et elle a beaucoup tourné à une époque autour de Patrick Devers. Ça, je le sais parce que Patrick Devers d'abord ressemblait physiquement à Molière, et puis parce que c'était l'acteur qu'il était. Elle avait même envoyé Jean-Claude Bourbon, un de mes copains, un peu en espionnage. Je lui ai dit, va voir sur les tournages un peu comment il est, s'il est chiant, comment il travaille, s'il est gérable, quoi. Si tu crois qu'il il pourra s'entendre avec nous, etc. Et puis, ça a compté comme ça. Et je crois que de plus en plus, en écrivant alors, au début, c'est amusant, elle n'arrivait pas à partir. Et elle m'a dit, tiens, écris-moi des scènes. T'as pas des scènes dans la tête? Et moi, ça m'a évidemment beaucoup amusé. Je commençais à écrire entre Molière et Chapelle, des histoires avec Dassoucy. On soupçonnait Molière d'avoir une histoire d'amour avec Baron. Alors, je sais pas si c'est vrai, parce que vous m'avez dit tout à l'heure qu'il n'avait jamais eu d'histoire avec Madeleine, ce qui me trouble énormément, parce que pour moi... bon, voilà, bref, donc... Et moi, j'avais écrit comme ça des scènes de comédie, des scènes... voilà. Et puis, elle m'avait dit, oh, mais attends, Chapelle, c'est pas Max, hein, parce qu'il y a des scènes de beuverie, de trucs sexuels, de complicité, de cochonneries qui se disaient, je sais pas quoi. C'était quand même très libertin, hein. Et puis... je sais pas si l'histoire de Madeleine, mais en tout cas, c'était libertin. Et d'un coup, ça l'a déclenché. Et puis, elle m'a dit, c'est bon, j'ai plus besoin de toi. Et elle est partie dans l'écriture d'un magnifique scénario qu'elle a écrit. Qu'on peut voir dans l'exposition. Voilà, qu'elle a écrit pendant toute la tournée de l'âge d'or, dont d'ailleurs quelqu'un de la Comédie Française est venu chez moi, a fait un travail sur ce scénario. J'ai retrouvé des bouts de ce scénario parce qu'on l'a perdu, etc. Donc je me souviens plus du nom. Une jeune femme avait fait un travail sur ce scénario. Et le scénario était d'une ambition extraordinaire et c'était vraiment magnifique. Et puis voilà. Puis nous on tournait l'âge d'or pendant ce temps-là. Et bon, je ne vais pas vous raconter tous les détails, il faut que j'aille contre ma mauvaise habitude. Et donc, tout le temps, je me disais, mais qu'est-ce que je vais jouer là-dedans? Moi, je me disais toujours, et vraiment, qu'est-ce que je vais jouer? Alors, je pensais peut-être à tel acteur, je ne me rappelle plus son nom, enfin, puis ça me fait chier de faire un 15e rôle et tout, j'ai pas envie, tant pis, je partirai, je m'en irai. Puis moi, j'avais toujours l'idée de devenir metteur en scène, de faire ma propre troupe, etc. Donc, ben voilà. Puis un jour, on était en tournée, ça je l'oublierai jamais, et on était à Milan, je crois, c'est un chapiteau, non, ça devait être, je sais plus où c'était, non, c'était en France, hein. Et puis elle m'a dit, viens... Elle me dit, écoute, ça fait un moment que j'écris, et je me rends compte que quand j'écris Molière, je pense à toi. C'est pas que le ciel m'est tombé sur la tête, c'est que la terre s'est relevée. J'ai éclaté en sanglots, en larmes. Et pourtant, Pinchena, Jean-Claude Pinchena, le vieux de la vieille, qui lui la connaissait bien, il me disait toujours, mais Molière, c'est toi, Molière, c'est toi. Il devait avoir les... Puis je dis, arrête tes conneries, il lui fait chier, je me demande ce que je vais jouer. Comment il s'appelle cet acteur? Je me rappelle plus. C'est Georges Bonneau qui l'a joué finalement. Là, c'est pas la Grange, bien sûr, mais... La Torrière de... Torigny, la Torrière. Voilà, la Torrière. Je me disais, ouais, peut-être la Torrière, parce qu'il était joli garçon, et que moi j'étais joli garçon à l'époque. Je me disais, ah bah, je vais peut-être faire la Torrière. Je trouvais ce personnage très ennuyeux, joli garçon. Oh là là, quel ennui. Et puis bon, bref, voilà. Et donc, là, ça a été vraiment... j'ai failli lui dire, mais pourquoi, enfin, etc. C'est elle qui... Alors après, je peux comprendre. C'est vrai que j'étais un jour, elle m'avait dit, t'es peut-être plus un improvisateur qu'un acteur. J'étais un assez bon improvisateur, meilleur que comédien, qu'interprète. J'avais quelque chose qui pouvait être le visage de Molière.
Et puis voilà, et puis il y avait une relation entre elle et moi qui était quand même d'une affective très forte. Je dirais pas une relation d'amour parce qu'il faut pas dire ces mots-là n'importe comment. Pour moi c'était un maître. Mais enfin il y avait vraiment une. Et puis elle voyait que vraiment c'était des sujets qui me concernaient profondément, quoi. Moi je vivais qu'à travers ça, à travers mes copains, Maxime Lombard, Jean-Claude Bourbeau, Clémence, ma compagne, et les histoires d'écriture, d'improvisation. C'était mon obsession, etc. Et donc, je me suis plongé, comme vous racontiez. Alors moi, à l'époque, c'était Sylvie Chevalet, qui était la grande spécialiste de la comédie. Voilà, il y avait un livre formidable. Ariane s'est inspirée du roman de Bouliakov, évidemment pour les rapports entre Molière et Louis XIV, etc. Moi qui m'avais moins passionné, mais bref. Moi, je disais à Julie tout à l'heure, le livre qui m'avait le plus frappé à l'époque, c'est le livre d'Audiberti sur Molière, sur le trio Armande, Madeleine, Molière. Cette histoire incroyable, ce soupçon, cette accusation qui était portée contre lui, qu'il avait épousé sa fille, etc. Et donc, d'un coup, j'ai plongé dans cette vie de Molière et ça me l'a rendu extrêmement familier. Et puis, je pense qu'à travers ce film, évidemment, Ariane racontait l'histoire de sa troupe. Et en plus, elle racontait, c'était, quelque chose d'assez tragique parce qu'elle racontait l'histoire d'une troupe qui allait s'achever. Après le film de Molière, la troupe a explosé. Une grande partie de cette troupe est partie, dont moi. Ça a été d'ailleurs un spectacle très noir qui a suivi, qui était Méphisto, l'adaptation du roman de Klaus Mann. Et ensuite, il y a eu vraiment une nouvelle génération avec Georges Bigot, Simon Abkarian, etc., qui sont arrivés pour le Shakespeare. Et donc, elle racontait, c'était vie, naissance, grande jeunesse, âge adulte et mort de Molière peut-être, mais d'une troupe aussi. Ouais. Donc, c'est dans ce grand flot-là que j'ai été emporté non pas comme un fétu, parce que quand même, il fallait que je joue Molière. Et puis si, pour conclure, un jour, j'ai dit, mais Ariane, Molière, c'est qui ? Il m'a dit, Molière, c'est toi. Et là, c'est la pire chose qu'on m'ait jamais dit, parce que qui je suis, moi, j'en sais rien du tout. Je me disais, mais qu'est-ce que je suis, moi ? Et après, réflexion faite, et en ayant revu le film dernièrement, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Il m'a fallu du temps. Hein. Mais j'aurais préféré qu'elle me dise, Molière, c'est moi, parce que j'aurais eu un modèle à suivre. Je l'ai fait à ma manière dans mes spectacles. Mais voilà, elle m'a dit, Molière, c'est toi. Alors ça voulait dire beaucoup de choses, pas uniquement personnel. Ça voulait dire ce que ça voulait dire. Et vous parlez d'écriture. Alors parce que comment on écrit finalement des paroles, des mots, puisque que ce soit dans le film ou dans le spectacle, les répliques, quelques-unes sont tirées des pièces, mais il y a aussi un vrai travail d'écriture. Comment ça se fait ? Ça se fait avec la documentation. Vous avez travaillé avec de l'improvisation aussi. Et puis peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire un mot, Julie, sur comment vous avez choisi votre Molière ? Est-ce que vous avez, comme Ariane Mnouchkine, dit à Clément Bresson, Molière, c'est toi ? Alors sur la question de l'écriture, alors moi aussi, donc moi je viens d'une génération où on a fait de l'écriture de plateau, j'improvise beaucoup dans mes spectacles, il y a même des spectacles qui sont entièrement improvisés, donc c'est ça aussi qui m'attirait dans le fait que Molière, il paraît intouchable et en même temps on ne sait même pas si ce qu'on est en train de jouer et ce qu'on a édité de ces pièces était vraiment ce qui était représenté. Donc ça je trouvais que c'était une formidable liberté. Et moi, je me considère vraiment comme une metteuse en scène au sein même d'une troupe. Et j'ai un théâtre qui défend l'acteur. Moi, je me sens plus actrice que metteuse en scène, actrice qui regarde beaucoup d'acteurs. Et donc, je suis encore plus actrice, mais plus que la volonté de mettre en scène. Et je me disais, c'est pour ça que j'ai choisi ce titre, Jean-Baptiste, Madeleine, Armande et les autres. Je me suis dit, si on fête aujourd'hui Molière, si c'est ce nom-là qui reste, c'est parce qu'il y a eu tous ces gens, ces acteurs et ces actrices, qui ont fait de lui cet homme. Alors évidemment que je pense que c'est intéressant ce que vous dites, parce que elle a dit c'est vous, et en même temps vous auriez dit ça m'aurait arrangé qu'elle dise c'est elle. Moi, j'avoue que je me suis dit, quand j'ai constitué, moi, mon premier collectif, qui est toujours d'actualité, le collectif In Vitro, c'était cette notion de collectif et à un moment donné, In Vitro, dans les articles, qui est devenu, au début c'était In Vitro de Liquet, puis après c'est devenu de Liquet In Vitro, puis après c'est devenu de Liquet. Enfin, qu'est-ce qui fait que mon parcours aujourd'hui d'artiste et celui-ci, je le dois à mes acteurs et mes actrices.
Et c'est vrai que de manière utopique, je pensais que ça durerait toujours de manière horizontale et que quand j'ai réalisé que la seule qui était assurée de garder sa place dans la troupe, l'unique, c'était moi. J'avoue que c'était pas l'utopie que je m'étais dite au début, mais c'est la vie et que une troupe ça bouge. C'est un muscle vivant. Il y a des départs, il y a des arrivées. C'est toute une histoire de vie. Et je me suis dit quand même, Molière, on le fait aujourd'hui à la Comédie Française, mais enfin il a jamais mis les pieds à la Comédie Française. Donc c'est ces acteurs et ces actrices qui sont les premiers sociétaires et qu'on lit sur les murs, et notamment les femmes, puisque c'est Mademoiselle de Brie la première. Donc je me suis dit mais on ne peut pas fêter cet homme sans fêter celles et ceux qui ont fait, qui ont le joug encore aujourd'hui. Donc c'est ça qui m'a guidée, et c'était peut-être aussi le fait que je prenne moi la direction d'un théâtre et que je me dis je prends la direction de ce théâtre-là. Je suis la première femme à le prendre dans ce théâtre-là, mais je ne serais pas là sans tout ce que j'ai vécu grâce à mes acteurs et mes actrices. Donc j'ai destitué Molière quelque part. Pas destitué en termes, finalement, au final, c'est lui qu'on fête et c'est lui qu'on va retenir. Mais du coup, c'était très important pour moi, dans le choix des acteurs et des actrices. Clément Bresson, c'était le dernier arrivé à la Comédie Française, un des derniers. Donc il y avait une forme d'anonymat au sein de la troupe. Donc c'était important. Alors c'est drôle parce qu'il me faisait penser à Patrick Devers, c'est drôle qu'il y ait ça. Je voulais quelqu'un qui n'était pas celui ou celle reconnaissable de la troupe de la Comédie Française comme étant un grand acteur ou voilà. Donc j'ai pris plutôt d'autres d'ailleurs qui allaient être qui allaient faire Madeleine, qui allaient être les acteurs qu'on allait reconnaître, mais qui avaient aussi une carrière comme Madeleine bien plus grande en termes de renommée que celle de Molière avant qu'il ne soit célèbre. Donc j'ai fait un choix comme ça de fidèles, de copains. Je me suis dit, mais tiens, Lagrange, et si je prends Clément Bresson, celui qui joue Lagrange, Sébastien Poudroux, c'était les copains du TNS. Donc en fait, j'ai essayé de tisser pour essayer de voir comment du réel de cette troupe, on allait pouvoir accéder finalement à ce documentaire fantasmé. Et pour ça, en termes de mots, on s'est appuyé sur les pièces, sur le fait qu'en 1663, il jouait l'école des femmes, et après qu'on avait les mots de la critique et les mots de l'impromptu. Tout le défi, c'était d'improviser en langage 17e. Ça, c'était quand même quelque chose, parce que c'était... Et puis, on se marrait, quoi, hein, parce que franchement, il fallait pas que ça fasse folklore, donc il fallait qu'on trouve tout ce qui allait pouvoir traverser 1663 et arriver jusqu'en 2022 en n'étant pas anachronique, donc en étant dans les deux... Voilà, un pied dans l'un, un pied dans l'autre, mais n'étant pas dans du folklore non plus, qui fait qu'on allait être dans un endroit qui n'avait plus rien à voir avec aujourd'hui. Donc on allait ne garder finalement que ce qui pouvait être encore d'actualité. Du coup, on s'est plongé dans toutes les thématiques de cette époque-là en disant, mais tiens, Anne d'Autriche, elle est en train de mourir d'un cancer du sein. Et à l'époque, on ne sait pas comment la guérir. Mais enfin, je veux dire, aujourd'hui, cette problématique-là, elle est encore d'actualité. En fait, on a essayé de voir toute la modernité, non pas de moderniser l'œuvre ou d'actualiser les œuvres. On a gardé un langage le plus près. Évidemment, des fois, vu qu'on improvise au plateau, il y a des hoquets qui sortent, il y a des trucs, on fait... Moi, je suis dans la salle où, à un moment donné, on fait un jeu au plateau, il doit faire des imitations. Et il y a deux enfants sur le plateau. J'ai toujours la trouille que quand ils fassent des imitations, il y a un enfant qui fasse Dark Vador ou je ne sais pas quoi. Ça peut arriver, mais j'accepte cette porosité en disant, on est en train de jouer avec cette mémoire-là, et on prend le risque du vertige du présent, tout comme on prend le risque du vertige du passé. Et j'en accepte les défauts, et j'en accepte la porosité en se disant, le public de ce soir-là assistera à cet accident qui fait que les acteurs, ils ont quand même ce cerveau, alors qui fait qu'on a improvisé pendant 3 mois, mais ils doivent improviser avec un langage
qui ne doit pas paraître tout d'un coup ridiculement, comme on voit dans un film. Je voyais Les Adieux à la Reine hier de Benoît Jacot. On accepte cette reconstitution historique quand même parce qu'on a une modernité de la langue, mais on a une tenue de cette langue-là. Alors au théâtre, c'est vertigineux parce qu'on ne peut pas refaire les prises. Et qu'en même temps, je veux qu'ils improvisent. Donc on a essayé, en tout cas, de ne jamais aller sur un territoire totalement étranger à nous pour ne pas être dans le folklore ou la reconstitution distanciée, mais de trouver comment cette chose-là, elle est encore brûlante. Parce que qu'est-ce que c'est que, moi j'en suis dedans aussi, tout d'un coup, qu'est-ce que c'est que ces histoires d'équipe et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on flirte avec l'institution, avec l'argent public, donc avec l'État. Quelle est notre part de liberté d'artisme et notre devoir aussi à partir du moment où on choisit de faire du théâtre public, notre responsabilité aussi de ce qu'on montre sur le plateau. Toutes les questions de Molière quand il répond à la commande de l'impromptu de Versailles, avec ces acteurs qui disent « tu dois être plus radical ». Il dit « mais si je réponds pas, on n'aura plus d'argent et notre radicalité, on pourra la faire tout seul dans notre coin ». Donc, on a aussi maintenant une responsabilité à toucher des subventions publiques, à répondre à la demande pour derrière aussi être libre de pouvoir continuer à mettre en scène les thèmes qu'on veut dans nos pièces. Toutes ces choses-là, je les ai trouvées tellement complexes, y compris la place des femmes chez Molière. Enfin, j'ai eu envie de parler avec la nouvelle génération qui disait c'est pas simple d'être une nana pour jouer Molière. Et est-ce que certaines problématiques dénoncent finalement une forme de machisme et du coup sont féministes, mais en même temps on rit de ça. Donc le public rit quand même de ces moqueries machistes. Tout ça, j'ai trouvé que même d'enquêter à l'intérieur de nos générations, à l'heure de MeToo, sur qu'est-ce qu'on joue aujourd'hui, comment le jouer, ça, j'ai trouvé ça mais passionnant que ce soit Molière qui nous donne cette possibilité, à travers les débats de la critique de l'école des femmes, de faire nos propres débats entre nous. Non pas pour mettre nos propres mots après, pour revenir aux siens, mais en ayant eu l'expérience que cette chose, elle est toujours d'actualité et on n'a pas la réponse, mais on peut en débattre. Merci beaucoup. Et sur le travail justement de la langue, sur le travail historique, en fait, comment dans le film ça se passait, parce que là, il fallait tourner, là il y avait plusieurs prises, mais il y avait aussi les contraintes d'un tournage qui a duré, je crois, plus de 6 mois, qui avec des décors, on l'a vu là, à la rencontre des trésors de Richelieu, des décors énormes, reconstitués. Donc là, j'imagine que la place de l'improvisation, elle était quand même relativement cadrée. C'était voulu. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, après l'âge d'or, les répétitions, je crois que ça a duré un an, enfin, je ne sais plus entre la vérité et ce que moi j'en ai imaginé ensuite, par la suite, puisque j'ai fait des pièces dessus. Dans mon histoire, ça dure 1 an et demi, mais je crois que j'ai exagéré. Mais ça a bien dû durer 8 ou 9 mois. Mm-hmm. Et ça a été comment dirais-je, une aventure inoubliable pour les comédiens qui l'ont fait, de liberté, d'improviser. J'ai vu des choses que j'ai jamais vues au théâtre. J'ai vu des acteurs, Mario Gonzalez, Philippe Authier, Clémence Massard, faire des choses que je n'avais jamais vues au théâtre, à part parfois chez Raymond DeVos, enfin des très très grands acteurs, ou Michel Bouquet, ou des choses extraordinaires, toujours pareil, sous les masques, ou sans les masques, mais dans un jeu masqué. Joséphine de Rennes, les filles, pareil, etc. Mais ça a été un long cauchemar pour Ariane. Et donc, je pense qu'Ariane, ça a été un cauchemar pour tout ce que je vois, un cauchemar très riche, etc. Mais enfin, quand même, Ariane, des fois, elle tombait dans les pommes. Hein. C'est-à-dire, au bout de 2 heures ou 3 heures, 6 heures de séance d'improvisation brillantissime, elle tombait dans les pommes parce qu'elle se disait comment je vais faire avec ça. Oui, parce qu'après il y a le montage. Donc et vraiment, après, c'était tragique et c'est pour ça que c'était extraordinaire et que moi c'était pour moi une aventure extraordinaire et que j'ai voulu consacrer ma vie à jouer cette histoire-là parce que je me suis dit, là je suis dans le volcan, enfin vraiment dans le volcan de la création, de la création théâtrale la plus pure. Ce grand metteur en scène, Ariane Mouchkine, etc., qui décide de laisser tomber tous ses moyens de metteur en scène, toutes ses habiletés, tout son savoir-faire. Dieu sait
qu'elle en a, et même le diable le savent, pour que vraiment on aille aller chercher le secret du théâtre dans l'improvisation d'un comédien qui rentre sous un masque d'arlequin de pantalon, c'était quand même extraordinaire. Donc là, Molière, ça a été bon. Maintenant, vous avez écrit votre pièce, maintenant moi j'écris la mienne. Donc au contraire, elle a écrit ça au mot près. Elle a écrit son scénario au mot près. On devait faire des répétitions, des choses comme ça. Je dirais, les impératifs de la production l'ont empêché parce que ce film s'est fait à l'arrache. C'est-à-dire que personne ne voulait signer. À l'époque, c'était Marcel Julien. Il faut en parler parce que le cinéma, c'est aussi une affaire industrielle. Oui. Donc, c'était Marcel Julien, France 2, je sais pas quoi. C'était Lelouch qui était producteur. Et puis, tous ces gens-là reculaient. Et Julien avait dit à Ariane, demain, je vous signe un truc. Elle avait dit d'accord. Elle s'était couchée sur le canapé. Qu'est-ce que vous faites? Ben non, je dors là, je vais dormir là. C'est vrai, hein, j'invente rien. Et elle a dormi sur le canapé de Marcel Julien jusqu'à ce qu'il lui signe un papier. Et surtout, voilà, jusqu'à ce que le lendemain, il lui signe le papier. Et surtout, à partir du moment où elle a eu ce papier qui n'était qu'une partie du budget, elle a lancé les travaux. Et quand toutes les grosses voitures noires de France 2 sont arrivées pour discuter de savoir si on allait continuer, ils sont arrivés au milieu d'un chantier absolument gigantesque avec des grues, des camions, des trucs, ils sont tous devenus verts. C'était parti, c'était trop tard. Donc, si vous voulez, on n'a pas eu le temps d'improviser, d'écrire, etc. On est parti dans les scènes et des fois, je l'ai regretté parce que quand même, il y a eu par exemple. Il y a des vraies scènes d'improvisation dans Molière. Quand Molière improvise devant le roi, puisque oui, quand il se plante avec la tragédie, dont le nom m'échappe, voilà, que toute la troupe lui dit « fais-les rire », il improvise. Et ça, bien sûr, ça a été vraiment improvisé. Et ça, il y a eu, comment dirais-je, 2 ou 3 jours de travail, vraiment d'improvisation, où là, moi, j'ai retrouvé évidemment ce que j'aimais le plus avec Ariane, c'est-à-dire cette espèce d'échange dont vous parliez, qui est, voilà... Et puis, il y a eu d'autres... il y a au début, je ne sais pas si vous vous souvenez du film, il y a une scène sur le Pont Neuf quand Jean Dasté, le grand-père, amène les enfants après la mort de la mère de Molière. Et on voit un acteur qui joue la mort. Voilà, c'est moi qui le joue. Et c'est Mario Gonzalez qui fait Pantalon. Et c'est moi qui faisais la mort. Bon, on le sait pas, mais c'est moi. Et c'est pas innocent dans le film, évidemment. Et donc ça aussi, il y a eu 2-3 jours. Alors chaque fois qu'on pouvait arracher c'est Jean Renoir qui disait un tournage, c'est un débarquement. Là, c'était un débarquement comme jamais, c'est-à-dire c'était hallucinant. En plus, nous, on était des acteurs du soleil, on n'était pas Patrick Devers, donc on s'occupait des figurants, de les habiller, de leur donner à manger. Il fallait qu'on aille briser les grèves. Pour les vieux trotskistes qu'on était, c'était quand même épouvantable. Il fallait les convaincre non, il fallait continuer à travailler. Enfin bon, bref, tout ça dans la boue, c'était vraiment voilà. Mais donc, je dirais que par moment, on était un peu triste de plus avoir cette chose que n'aimait tellement avec Ariane, c'est ce rapport constant physique, je dirais, que elle, du coup, elle avait avec son équipe technique. Avec son équipe technique, elle avait vraiment une relation, voilà. Alors là-dedans, il y avait des bribes, des bribes qu'on arrachait. Moi, je sais pas, là, il y a une scène pour moi qui était très importante. Enfin, c'était tout important, mais disons, je me rappelle. Et chaque fois, et puis moi, je me disais, comment je joue au cinéma? J'avais jamais fait de cinéma de ma vie. Comment je joue en vrai, nature? Je savais pas le faire du tout. Moi, je savais faire le con derrière un masque d'arlequin. Je faisais des arlequinades, mais j'avais jamais joué une pièce de théâtre normal. Bon, voilà. Donc, et par exemple, j'ai le souvenir que je vais peut-être, je suis désolé de vous décevoir un peu, mais là, il y a une scène extraordinaire qui est quand Molière annonce à table qu'il va se marier avec Armande. Comment je vais jouer ça? Je me suis bourré la gueule, mais comme un malade, j'allais vomir entre les prises. Et ça m'a donné cette espèce de distance, curieusement. Non, mais c'est très bizarre. Il y a un livre qui s'appelle Dans le cerveau des comédiens, qu'a écrit récemment, comment s'appelle-t-elle Anouk Grimbert, pardon, je suis désolé, je suis vieux. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire le fait d'être bourré comme ça m'a donné une espèce de distance qu'on a souvent, et ça m'a donné
Et là, je me suis mis à jouer comme Marlon Brando, quoi. C'est-à-dire à jouer de loin. Et d'ailleurs, je la trouve, la scène, c'est une des scènes où je me trouvais bien. Parce que je me suis longtemps trouvé mauvais dans Molière. Dans beaucoup d'endroits, mon avis a changé récemment, mais longtemps, je me disais vraiment, je bouge les bras, je crie, je fais des trucs, je suis sincère, mais machin. Et il y a une autre scène aussi très importante, c'est quand il fait répéter Armande. Et qu'à travers sa répétition de La Princesse des Lides, il lui dit son amour non partagé. Et là, on a fait ça à l'Orangerie à Versailles, et il y avait l'autoroute à côté. Et le texte, on a eu le matin. Elle nous a donné le texte le matin, tel Jean-Luc Godard. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on apprenne en 1 heure, n'importe comment, dans les caravanes où on dit des conneries, où on blague avec les maquilleurs, les trucs, les machins. Il a fallu apprendre ce texte comme on a pu. Et quand on jouait, on n'entendait rien parce qu'il y avait le bruit des voitures. Et cette espèce de contrainte a donné une sorte de, je ne sais pas, d'urgence, vous voyez, c'est très étrange. Et puis cette scène était formidable. Et d'ailleurs, je me rappelle que après il y avait les rushs, on voyait les rushs, et Ariane en voyant, en disant, tu sais, je crois qu'on va la retourner parce que la lumière me plaît pas. Et c'est la seule fois où j'ai fait l'acteur. Et vraiment, j'ai dit, Ariane, moi je la retournerai pas. Parce que j'ai vu que la scène était formidable, qu'elle était extraordinaire, que c'était incroyable, cette espèce de tension de Molière sur comment était Brigitte Catillon, qui jouait Armande, etc. Elle m'a dit, OK, bon, voilà. Donc, si vous voulez, il y avait une grande part d'aventure dans ce film, qui était liée aussi à l'aventure elle-même du film. Et je ne peux pas dire qu'il y a eu vraiment... En fait, tout le travail d'acteur, d'improvisation, d'écrit, il a été fait dans l'âge d'or. Il était avant. Il a été fait avant, et Molière a été comme si elle avait ramassé la mise, on peut dire ça, comme ramasser la mise au casino de ce travail qu'elle avait fait, et voilà, et avec ces contraintes invraisemblables d'un tournage pareil, de quand même réussir à faire ce qu'elle a fait, que quand j'ai revu à la Bibliothèque nationale, vraiment, il n'y a pas un plan inutile, il n'y a pas... C'est curieux parce que puis je suis tellement habitué à me moquer de moi dans mes pièces, puisque ce sont des farces, des comédies, la satire de ce que j'ai vécu. Donc, et je me dis, il y a trop de gondoles, c'est trop long, là il y a vraiment des complaisances, des machins. Et quand je l'ai revu, je dis, il n'y a pas un plan inutile. Et à l'époque, on a beaucoup parlé de Fellini, on disait c'est comme Fellini avec les gondoles, etc. Et en le revoyant, je me suis dit, non, c'est un film de Kurosawa. C'est un film de Kurosawa, parce que j'ai vu le regard naïf et savant de Kurosawa, c'est-à-dire le regard d'un enfant, et en même temps un enfant qui a tout compris, et ça c'est Ariane. C'est ce regard-là qu'elle avait, qu'elle a, je le sais, parce que j'ai refait un de ses stages où elle cherche des acteurs pour ses spectacles avec elle, et j'ai retrouvé ce regard vraiment d'enfant, et en même temps, voilà, qui connaît quelque chose qu'on ne connaît pas. Et voilà, donc je ne sais pas si je réponds à votre question, oui, tout à fait. C'est un peu décevant, mais voilà. Ce que je trouve intéressant, c'est ce rapport aussi théâtre-cinéma. Il y avait ce rapport-là. Qui est très profond aussi dans la manière dont vous, Julie, vous abordez vos mises en scène. Enfin, vous avez mis sur le théâtre des scénarios de films, vous avez beaucoup de références, mais d'inspiration cinématographique. Je ne sais pas, enfin, qu'est-ce que ce lien vous inspire dans le Molière d'Ariane Mouchkine, ou même, je dirais, est-ce que vous, à certains moments, vous vous êtes dit, ah mais en fait, ce spectacle, j'aurais dû le tourner. Est-ce que la tentation du cinéma vous a prise à certains moments? En tout cas, j'ai pensé beaucoup cinéma pour ce film, enfin beaucoup cinéma et pour cette pièce, pardon, beaucoup cinéma ou documentaire. Alors, j'ai jamais pensé réellement le réaliser, puisque c'était vraiment, comme je vous l'ai dit, une commande qui était très pour moi, c'était très important que les spectateurs qui viennent voir Jean-Baptiste, s'ils avaient envie de voir un Molière, ils avaient vraiment des propositions autour. Je ne sais pas si j'aurais assumé de faire un objet aussi singulier. Enfin, je veux dire, c'est une année, c'est un zoom. Si c'était complètement décontextualisé des propositions autour, je pense que je me serais mis une pression du biopic. Que je ne voulais absolument pas. D'abord, j'avais absolument pas le temps. Moi, j'étais pas avec ma propre troupe. J'étais invitée, même si c'était la 3e fois que je venais à la Comédie Française et que ça n'aurait pas été possible si je connaissais pas bien la troupe. Ils étaient que 8
au plateau. Je dis ça parce que mes derniers spectacles, Fanny Alexandre, c'était 19, le dernier que j'ai fait 15. Pour moi, 8, c'était... c'est la première fois sur ce spectacle que j'ai pu avoir un moment privilégié avec chacun des acteurs. Je crois que de ma carrière, j'ai jamais fait ça. Presque d'enquête, où moi je dis toujours à mes comédiens quand ils sont 19, de toute façon, s'il y a un gros problème, il faut venir me voir, mais de toute façon, si je vous accordais 1 heure chacun, il me faudrait 19 heures d'affilée. Donc de toute façon, c'est pas possible. Donc on est beaucoup plus, je dis tout devant tout le monde, je fais toutes mes notes devant tout le monde, et l'individu existe à l'intérieur du groupe. Et c'est toujours un petit peu une allégorie, mes spectacles, sur comment faire groupe, comment faire démocratie à travers la troupe, à travers le corps ouvrier, à travers la famille. Bon, voilà. Et là, je me disais, mais tiens, en fait, une troupe, c'est des individus. C'est des hommes et des femmes qui ont, à un moment donné, douté de leur place. Douté de « est-ce que je reste ?» Si on prend la Duparc, elle est partie. Elle quitte la troupe de Molière pour rejoindre le Marais, et puis finalement, elle revient. Mais on ne sait pas si elle a été heureuse. Finalement, on l'a retenue beaucoup aussi comme étant après la maîtresse de Racine et ayant créé le rôle d'Andromaque. Mais qu'est-ce que c'est, en fait, finalement, quand on est chef de troupe, on cherche aussi un théâtre, on cherche à faire une œuvre, et puis il y a le corps ouvrier aussi, qui sont les acteurs et les actrices qui mettent d'eux-mêmes, mais qui finalement ne signent pas ou co-signent, mais finalement ne laissent pas leur nom. En tout cas, ils ne sont pas signataires des pièces de Molière, alors que j'imagine qu'ils ont participé activement à la naissance des scènes, ou comme on voit dans la dernière scène avec Madeleine, avant qu'elle meure, qui participe à l'écriture et qui débloque un nœud. Et du coup, j'ai eu envie, pour la première fois, de parler avec chacun des acteurs et des actrices de la Comédie Française sur leur parcours. Et tous, ils m'ont donné des dates. Quand ils m'ont raconté, c'était lié à, tiens, c'était avant ou après mon accouchement, avant ou après les attentats, avant ou après la pandémie. C'était toujours lié soit à un événement historique qui nous concernait toutes et tous, soit à un événement historique de sa propre histoire de vie, de femme, d'hommes, de citoyens, de citoyennes. Et du coup, j'ai trouvé ça très privilégié dans ma carrière de prendre ce temps-là, d'écouter aussi ce qu'ils avaient envie de me dire. Ils savaient bien que si je les interrogeais, le travail allait commencer là-dedans. Et je leur ai fait tourner des films. Donc chacun a dû tourner un film où, dans sa propre intimité, la seule chose, c'est qu'il fallait que ce soit chez eux, un peu inspiré du film de Pater d'Alain Cavalier, où finalement Alain Cavalier invite Vincent Lindon, et à l'intérieur de cette invitation où il est réalisateur, Cavalier, en face de Lindon, acteur, ils vont passer président de la République, Premier ministre, comme ça. Ils vont passer de leur réalité à ce fantasme qui est grand. Ben moi, je leur ai dit, c'est pareil, vous allez inviter un acteur qui ne saura pas ce qu'il vient y faire. Vous allez l'inviter dans votre intimité. Cet acteur va être votre camarade de troupe de la Comédie Française. Et dans une scène de votre réalité, vous allez devoir basculer Molière, Armande Béjart. Donc, par exemple, Armande Béjart a invité, donc c'était Adeline Dermy, Clément Bresson, qui est arrivé chez elle. Elle était avec son bébé, puisqu'elle venait d'avoir un bébé. Donc, il est arrivé, ils ont discuté. Puis, au bout d'un moment, elle a commencé à patériser, c'est-à-dire à commencer à devenir Armande, à lui laisser le bébé. Et puis lui, il s'est dit, oh là là, mais comment ? Et en fait, à la fin, ils devaient plonger dans une scène de Molière. C'était de dire, tiens, je t'invite dans ma réalité de femme, tu ne connais pas chez moi, et ce chez moi va devenir chez nous via le jeu, parce que finalement, moi, j'ai toujours un territoire documentaire où je veux que la fiction gagne. Mais pour moi, c'était important que tous ces thèmes qui sont les leurs, c'est-à-dire, est-ce que je reste ? Est-ce que je vais apporter ma lettre de démission à l'administrateur général ? Qu'est-ce que c'est qu'une vie d'acteur et d'actrice dans leur propre réalité, et qui est très différente suivant les générations, ne serait-ce que le rapport tout simplement à la maternité, qui a été différente sur les actrices. On voit qu'il y a beaucoup plus d'actrices, par exemple, qui ont des enfants en ce moment à la Comédie Française qu'une autre génération. Et tout ça, c'était un territoire d'investigation passionnant qui allait finalement remonter le temps et aller vers eux. Donc ça, j'ai eu besoin du vecteur cinéma, non pas pour faire un film, mais pour aller capter de façon documentaire 2022, pour pouvoir remonter le temps et avoir un caractère cinématographique que je faisais dans la salle de répétition. J'allumais tout à la bougie. Et comment
de ces débats qu'on avait entre nous à la table, ça allait devenir leur débat et on allait enfiler des costumes ou des déshabillés, puisque c'était toujours le off qui m'intéressait. On allait voir les acteurs de Molière chez eux, dans leur colocation, leur cohabitation, et du coup de se dire que des grandes idées de futures pièces naissent dans une cuisine, naissent d'une insomnie, naissent d'une discussion entre copains. C'est rigolo de se souvenir du moment où on annonce justement ça va être toi. Souvent on se dit ah ben tiens, est-ce que c'était, ah si c'était Milan, ah non c'était Chapiteau, donc c'était ça, ces espèces de souvenirs qui fait que nous quand on est en tournée on n'arrête pas de se rappeler de nos propres souvenirs, ou en loge finalement de parler de nos enfants ou de la maladie. Moi je me suis souvenu que la première fois, ma première répétition à la Comédie Française, la nounou m'a appelée et mon enfant avait 39 de fièvre et j'ai dit je dois y aller. Ça s'est passé comme ça. Mais tous ces souvenirs-là qui font que comment cohabite la vie privée et le travail public quand on partage tout, quand on le fait ensemble. Et ça, je me suis sentie très privilégiée de pouvoir déjà recevoir tous ces récits des acteurs et des actrices, mais de pouvoir aussi, grâce à la petite mémoire qu'on possédait des historiens, mais finalement, j'adorais quand je posais la question à Georges Forestier, mais qui gardait les enfants pendant qu'ils jouaient ? Ça, j'adorais. Je me disais, alors puisqu'on ne sait pas, on va l'inventer, mais on va trouver comment c'est des questions qui, aujourd'hui, continuent à influencer en fait nos trajectoires. Et ça, j'ai trouvé que tout cet endroit-là, finalement, un peu malheureux de ne pas avoir de correspondance de Molière, de finalement avoir provoqué beaucoup de fantasmes sur sa vie intime, allait pouvoir nous laisser une part aussi d'expression, nous, puisque c'est quand même des questions qui n'ont pas pris une ride. Et on a le sentiment que cette question de la porosité entre privé, intime et public, scène, c'est aussi ce qui a finalement nourri ensuite toute la suite de votre travail, de votre proposition. C'est-à-dire que moi, en fait, en vous écoutant parler, depuis tout à l'heure, il y a une chose, je me dis, il faut absolument que je le dise, parce que pour moi, c'est vraiment, j'ai été aspiré par Molière une fois que j'ai su que j'allais le jouer, pas avant, j'y avais pas pensé, quand j'ai compris que c'était une œuvre autobiographique. C'est-à-dire quand j'ai vu que... Parce que pour moi, c'était Molière, c'était des pièces italiennes ou espagnoles adaptées. Le Don Juan venait, il y avait un Don Juan italien, un Don Juan espagnol. C'était une pièce qui était à la mode parce qu'il y avait des machines, des choses magiques, la statue qui bougeait, enfin des choses comme ça. Puis toutes les pièces ou d'autres qui étaient inspirées de pièces grecques, de pièces anciennes. Enfin, je pourrais pas les citer, je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, le jour, moi, si vous voulez, à cet âge-là, j'ai été plongé dans Céline, dans Proust, dans toute la littérature autobiographique, dans Calafert, j'étais dans les auteurs vraiment sulfureux et autobiographiques. J'y suis toujours d'ailleurs. Quand j'ai compris que l'œuvre de Molière était vraiment autobiographique, c'est-à-dire qu'en effet qu'en effet on ait très peu d'éléments qui prouvent les choses, mais que malgré tout il raconte beaucoup de sa vie dans ses pièces, et évidemment son histoire de jalousie, et évidemment son histoire et que d'un coup tout ce que moi je vivais comme comédien dans la troupe d'Ariane et dans la troupe du Théâtre du Soleil, dans les rapports que j'avais aussi avec ça, parce que par exemple le Théâtre du Soleil est évidemment, Ariane, c'est, comment dirais-je, elle a la religion du collectif, la religion de la troupe, etc. Et moi, avec mes copains, on était 3, on est rentrés à 3 au Soleil, 3 loustiques d'Aix-en-Provence. Moi, j'étais beaucoup moins, moi, j'étais pas d'accord avec ça. Peut-être parce que je réglais mes comptes avec ma famille, etc. Moi, je disais, un acteur, c'est un artiste, il est seul. Et moi, je travaille avec Ariane Mouchkine. À la limite, le collectif, la troupe, tout ça, je m'en fous. C'était pas vrai. Mais je veux dire, c'est comme ça que, d'une manière peut-être qu'on peut juger, que vous pouvez juger infantile, parce que vous êtes Mais moi, c'était comme ça, je disais, moi non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'individu. C'est les êtres, je crois pas à la religion de la troupe, je crois aucune religion d'ailleurs. Je crois pas encore moins à la religion de la famille, je ne crois pas à la religion du couple, ce qui ne m'empêchait pas d'être très proche de ma famille, de vivre en couple et d'être dans une troupe de théâtre. Mais voilà. Donc si vous voulez, quand j'ai
en tout cas cru découvrir, peut-être je me suis trompé, mais que l'œuvre de Molière était profondément autobiographique, qui témoignait de ces drames intimes, de ces histoires d'amour manquées, de ces rapports avec les femmes. Il y a d'ailleurs dans Molière une scène vraiment très d'avant-garde où il y a deux femmes qui viennent s'en prendre à Molière à propos des précieuses ridicules, et on lui va dire, voyez, monsieur Molière, il y a peut-être l'ennemi, c'est peut-être pas nous, c'était une scène féministe que beaucoup, très, bon, Ariane évidemment, mais disons, voilà, donc ça m'a vraiment passionné pour Molière et j'ai vraiment, pour moi, Molière est devenu un des miens intérieurs, un de mes auteurs intérieurs quand j'ai vu que, parce que par exemple, je lisais dans le train là, parce que j'avais pas bien lu le programme, quand on parle des pièces, vous parlez des pièces comiques et des pièces sérieuses. Entre guillemets, vous avez raison de mettre des guillemets parce que pour moi, le théâtre de Molière est profondément tragique, y compris ces farces. C'est comme les courts-métrages de Chaplin. On a l'habitude de dire mais les courts-métrages de Chaplin sont des tragédies absolues. Charlot rentre tard quand il tourne sur la table. C'est la farce tragique. Et André Suarez, qui est un auteur que j'admire par-dessus tout, dit toujours le summum de la tragédie, c'est la farce. Bon, c'est un peu, ça paraît facile, mais pas du tout. Ça veut dire quelque chose. Et donc, je pense que tout le théâtre de Molière est non seulement sérieux, mais profondément tragique, et qu'il exprime la tragédie de sa tragédie, mais évidemment en faisant rire. Et c'est pour ça que c'est drôle. Évidemment, c'est pour ça que c'est tellement drôle, tellement déchirant et tellement déroutant par moments et tellement cruel, parce que ça aussi, la cruauté, voilà. Et donc ça, c'est ce que je voulais dire, c'est que vraiment, et du coup, il y avait deux choses. Il y avait moi je me prenais pour Molière. Je sais pas, moi je venais de vivre une expérience dont j'ai fait des pièces de théâtre plus tard, qui était l'expérience de la jalousie. J'étais amoureux de Clémence, et puis pendant un an, Clémence couchait avec un autre acteur de la troupe. J'ai vécu cette aventure-là. Ça a été tout un drame pour moi, un drame très important. Ça m'a été une initiation à l'autre. J'ai découvert qu'il y avait quelqu'un d'autre qui pouvait être mieux que moi, parce qu'à l'époque, j'étais persuadé que j'étais mieux que les autres. Ben non, quelqu'un d'autre, voilà, la femme que j'aimais pouvait préférer aller avec un autre. Ça a été très très important. C'est à partir de là que je commençais à écrire, etc. Et quand j'ai vu, par exemple, l'importance de la jalousie dans l'œuvre de Molière, c'est aussi que le livre d'Audiberti m'avait beaucoup touché, etc. Enfin, tout ça, quand et puis un comédien, quand même. C'est un comédien, comme vous disiez. Vous dites comédienne, mais c'est un comédien. C'est quand même très important. Ce chef de troupe, cette personne qui parlait avec le roi, etc., avec Colbert, c'était un comédien. Donc c'est quand même spécial, la pensée d'un comédien, comme celle de Chaplin, comme celle de Shakespeare sans doute, etc. Et avec Ariane, c'est amusant, parce qu'Ariane, elle n'est pas comédienne, mais elle est pire que comédienne. C'est-à-dire, j'ai toujours pensé que Ariane, je ne sais pas si elle aurait voulu être comédienne ou pas comédienne, je suis sûr que oui, mais j'ai pas le droit de le dire officiellement. Je suis intimement convaincu que lui, parce qu'elle a une affinité avec les comédiens telle qu'elle comprend tellement ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes, et elle a parfois d'ailleurs des rapports tellement d'amour et tellement de conflits et tellement passionnels avec les comédiens qu'elle ne peut pas ne pas être elle-même comédienne. Donc si vous voulez... voilà, tout ça, c'était dans Molière, et tout ça fait que vraiment, je me suis jeté dans Molière, comme je vous dis, comme je m'étais jeté dans Proust ou dans certains livres de Stéline, ou voilà. Alors, je voudrais qu'on puisse laisser la place un peu aux questions de nos auditeurs ce soir, mais peut-être pendant que vous réfléchissez à vos questions, un mot sur le Don Juan dont vous parliez tout à l'heure. Alors, Don Juan. Parce que finalement, ni l'un ni l'autre, pour l'instant, n'avez vraiment... Enfin, vous avez monté Don Juan, mais est-ce que vous avez monté du Molière? Non. Peut-être vous allez nous dire si vous avez envie de le faire. Ça me rassure, parce que j'allais dire, quand j'ai dit jouer Molière, je dis, mais je ne suis pas du tout... enfin, vraiment, il y a tous les acteurs de la Comédie Française, ou Jacques Weber, ou je ne sais pas, évidemment Podalides, etc., seraient bien plus habilités que moi à parler de ce que c'est que jouer Molière, puisque moi j'ai joué Molière en vrai, voilà, le vrai Molière, et joué un rôle de Molière qui était Don Juan, et j'ai monté Don Juan. C'est vrai que dans l'œuvre de Molière,
évidemment, il y avait une pièce pour moi qui sortait complètement du lot et qui était vraiment la pièce qui me plaisait, c'était le Don Juan. Alors après, pourquoi le Don Juan, je m'y retrouvais. D'abord Marcel Bluval, parce que quand j'avais 14 ans, j'ai vu le Don Juan de Marcel Bluval à la télévision avec Piccoli, j'étais complètement ébloui. C'était dehors, en plus c'était comme un film, c'est la seule pièce de Molière qui passe dehors. Il est sur la plage, dans la forêt, dans un château, c'est-à-dire qui est comme un road movie, si on peut employer un mot un peu démago, mais voilà, et puis, quand j'étais à la fac d'Aix, j'ai fait un petit peu quelques années de lettres à Aix, pas longtemps. C'était des années merveilleuses, 68, 69, un bordel absolument total. Des plus grands profs de français de France avec les pieds sur la table. Enfin bon, c'était vraiment la fête, quoi. Et Pierre Volz, qui était un des inventeurs du théâtre universitaire, de l'enseignement du théâtre à l'université, un élève de Bernard Dort, avait fait venir Patrice Chéreau, qui venait de monter Don Juan à Lyon, au TNP, avec Bernard Guillaumat, qui jouait Don Juan, et Maréchal, qui jouait... Et il était venu avec Michel Opnaud, la comédienne, et ils nous avaient parlé de Don Juan pendant 3 heures. Et évidemment, j'étais totalement stupéfait, parce que c'était un moment extraordinaire. Don Juan, c'était lui. Enfin, je voyais Don Juan en train de m'expliquer sa vie, quoi. C'était Chéreau. Et cette histoire-là m'était restée dans la tête, voilà. Et Don Juan est une pièce qui m'a toujours... et alors, quand je l'ai... Donc, après, qui m'a toujours poursuivi, toujours me dit, j'aimerais monter Don Juan. Si je veux dire la vérité, je crois que dans ma tête, j'aimerais être Don Juan. Ce qui, aujourd'hui, prend un sens très particulier. Ah oui, c'est une pièce mais non, particulière. Mais je parle pas innocemment, je parle de... Voilà. Et en tout cas, déjà à l'époque, et quand je me rappelle, Ariane on était allé boire un coup au Marronnier, qui est le bar à côté, où on allait toujours dans les moments un peu charnières. Elle me dit, qu'est-ce que tu as fait maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, après le tournage? Elle me dit, tu vas aller jouer avec Chabrol, avec truc. J'ai dit, Chabrol, parce qu'elle avait lu dans le journal du cinéma que Chabrol cherchait un jeune premier, et moi j'avais pas du tout dans la tête l'idée de faire une carrière de cinéma. Je dis non, je voudrais monter Don Juan. Ah bon? Tu montes? Oui, je voudrais monter et jouer Don Juan. Ah, comme Patrice? Je dis non, comme Dulin, comme Jouvet, comme Villard, je veux monter et jouer Don Juan. Ah bon? Et elle n'était pas convaincue. Et là, j'essaie de vous raconter vite. Donc, j'ai monté ça avec mes copains du théâtre. Alors, elle m'a donné carte blanche. J'ai pu vraiment monter ça dans des conditions extraordinaires. Mais on était 6. J'avais mes 6 personnes dont j'étais sûr de moi, mes 6 copains qui allaient me laisser faire tout mon truc sans aller parler à Ariane dans les coins et tout, machin. Et au début, on a commencé à travailler comme Chéreau, j'allais dire, psychologiquement, Elvire, Don Juan, Sganarelle, et au bout d'une semaine, on a eu la claustrophobie complète, on n'a plus pu respirer, on est allé à la République dans un magasin de farce et attrape, on a acheté des faux nez, ça n'était pas du tout la mode à l'époque, des faux nez, des trucs, et on s'est mis à faire de la farce. Et en fait, à mettre au service ce qu'on avait appris avec l'âge d'or, mais avec les masques nobles de la Commedia dell'arte, avec des espèces de trucs de faux nez, de machin, et on s'est mis à en faire une farce complète et à improviser. Et ça a duré 3 mois et demi les répétitions. Pendant 3 mois, on a fait les cons, mais à mourir de rire avec Max et tout. On a inventé des dons. Je me suis même dit à un moment donné, je vais écrire une pièce. On est en train d'écrire un Don Juan qui n'existe pas. En plus, on travaillait aussi sur le Don Juan espagnol de Tirso de Molina, qui est beaucoup plus abrupt, et puis où le rôle, par exemple, de Charlotte est beaucoup plus développé, les femmes sont beaucoup plus développées dans le Tirso de Molina, etc. Et puis finalement, 3 semaines, j'ai monté la pièce de Molière, parce que c'est ça. Et on a fait une mise en scène qui, à l'époque, rompait vraiment avec la tradition Villard, Jouvet, c'est-à-dire du Don Juan sérieux, justement, du Don Juan, Dieu, etc. Moi, je m'inspirais de Mick Jagger, et voilà. Et j'étais pas très bon dans le rôle. J'avais très bien dirigé mes copains, qui eux étaient formidables, Maxime Lombard, Jean-Claude, Clémence, etc. Moi, je les ai rattrapés sur les représentations. Mais c'est vrai que quand on joue et qu'on met en scène, on a cette... Mais c'est là que je me sentais bien dedans. Mais voilà. Et cette pièce m'a toujours poursuivi. Et alors, depuis MeToo, vraiment, je me dis, il faut que j'aimerais un jour remonter cette pièce. Je ne sais pas comment jouer cette pièce. D'abord, comment je peux faire? Parce que maintenant, je suis vieux. Je l'ai joué très jeune. J'avais 27 ans. Comment je peux faire? Comment je pourrais faire? Mais j'aimerais faire parler Molière de Don Juan, c'est-à-dire
du prédateur. Voilà, parce qu'il n'y a pas un meilleur défenseur et attaquant, le grand seigneur méchant homme, c'est comme ça qu'il le définit. Voilà, où est-il en même temps un prédateur qui rate tout, parce que quand même, il rate Charlotte, il n'arrive pas à ses fins. Alors Elvire, Elvire, mais quand même, elle l'affronte, elle le brave, voilà. Je continue à me dire, cette pièce devrait être jouée. Parce que elle dit son point de vue aussi de l'homme par rapport aux femmes sur ce qui se passe en ce moment. Oui, sans doute. Et si vous voulez prolonger sur Don Juan, en prolongation de l'exposition, dans le musée de la BNF, il y a à la Rotonde tout un ensemble de documents, une cinquantaine de documents que nous avons choisis autour de Don Juan et qui montrent effectivement qu'on peut avoir des lectures extrêmement diverses, esthétiques, plus farcesques, plus sérieuses de la pièce. Alors, on a encore, on va dire, une dizaine de minutes. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, il y a une question de micro. Voilà, François est là. Oui, on a 2 micros de chaque côté. Voilà, il y a un micro de chaque côté. Est-ce que vous avez des questions ? Voilà, il y a une question là. Très bien, madame. Bonsoir et merci. J'ai une question pour ouvrir le bal des questions. Il faut bien commencer. Alors, dans votre narration et vos récits sur Molière, ce qui m'a frappé, c'est à la fois que vous parliez du film et du documentaire, donc une prise de recul par rapport à ce personnage, qu'on ne connaît finalement que par ses pièces. Et effectivement, je me faisais cette réflexion, il y a un âge pour connaître Molière. Personnellement, j'ai connu Molière comme beaucoup dans la cour de récréation. C'était les Précieuses ridicules. Et puis après, j'ai laissé tomber Molière. Mais la langue de Molière, finalement, à l'âge adulte, je trouve, continue de parler à certains... Et il y a peut-être... Dans les récits qu'on fait sur Molière, c'est ça ma question, est-ce que vous ne pensez pas qu'on oublie un peu trop sa langue ? Parce que finalement, la langue de Molière, même la langue du XVIIe, ces textes tels qu'ils sont écrits, parlent aujourd'hui, les mots du XVIIe parlent au XXIe siècle. On n'a pas besoin finalement de trouver des mots d'aujourd'hui pour comprendre Molière. Tout est dans le jeu. Et comment vous, dans le jeu d'acteur, vous arrivez, ou dans la mise en scène, vous arrivez à raccrocher le temps présent ? Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je veux dire, parce que... Si, mais on n'avait pas justement... Enfin, en tout cas, moi, si je prends, et j'imagine que pour vous c'est pareil, on n'avait pas de récit de Molière qui parle avec un langage 17e. On n'avait pas de... Il fallait bien l'inventer, cette langue. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'était pas une... Moi, en tout cas, j'ai pas cherché à faire une figure de style, à emprunter des phrases partout dans ces pièces pour les réinvestir dans une nouvelle forme qui serait parler de Molière. Donc, je vois que, par exemple, ce qui m'a amusé dans le spectacle, c'est des fois de les faire... si en répétition, ils faisaient des italiennes de la pièce qu'ils allaient jouer, ou à un moment donné, ils sont pas d'accord sur la troupe s'interroge elle-même sur la place des femmes dans l'école des femmes, et ils disent faites la scène aux enfants. Ils n'ont pas vu la pièce, on va voir s'ils entendent des sous-entendus. Donc ils refont la scène et on voit que la salle, évidemment, tout de suite réagit immédiatement à la langue de Molière. Mais nous, en tout cas moi, mon projet n'était pas de monter Molière, mais c'était pas de le faire justement contre cette chose-là, puisque à partir du moment où j'ai un titre, Molière, c'est pas une pièce de Molière, et Jean-Baptiste, Madeleine, Armande et les autres, c'est pas une pièce de Molière. Ça veut pas dire qu'on faisait ces œuvres contre, en disant on remplace une langue pour se suppléer à lui. Au contraire, mais il fallait quand même que ces objets ne soient pas des objets de musée. C'est-à-dire de se dire, ça reste mon regard de Julie, femme, metteuse en scène d'aujourd'hui, sur cette œuvre. C'est là où je prends Piala. Piala, quand il fait Van Gogh, il ne montre pas l'étoile de Van Gogh. Il le montre en train de faire, et quand on lui dit à table, il pose son pinceau, il va à table. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, aller à table,
Et lui-même ne sait pas qu'il est en train de faire une œuvre qui va rentrer dans l'histoire. Et c'est ça que je trouve beau. Et Piala lui-même parle de sa place d'artiste, peintre qui devient cinéaste. Et c'est ça qui me plaît, c'est que il ne montre jamais le génie qui est la toile. Et ça, les musées sont là, ou les livres sont là, ou ceux qui montent les pièces en art vivant sont là. Quand on va voir Don Juan, on va voir Don Juan et on regarde la mise en scène par-dessus. Donc, il fallait trouver un endroit humble aussi, de se dire, à travers lui, on va parler de ce qui nous excite encore d'aller vers cette œuvre-là qui nous parle encore aujourd'hui. Donc, pour moi, je ne voulais pas le moderniser. Peut-être que je me poserais la question de la modernisation si je devais monter Molière. Je me suis dit, c'est marrant, Ivo Vanov, il se pose la question de comment monter Tartuffe aujourd'hui. Si on monte le Don Juan aujourd'hui, après MeToo, on se pose la question de... Moi, j'étais complètement détachée de ça. Et Piala, quand il fait... Je ne me compare pas à Piala, hein, attention, hein, mais quand il fait Van Gogh, il fait un film en costume d'époque. Ça n'a rien à voir avec le reste de sa filmographie. Il le met dans l'époque de Van Gogh pour, de manière déguisée, et il choisit Dutronc, c'est pas pour rien. Il prend un acteur qui n'a pas non plus que cette figure d'acteur pour passer par le prisme, mais il montre pas non plus le fantasme de Vincent Van Gogh qui se coupe l'oreille. Finalement, c'est un homme. Il le met à hauteur humaine, il meurt, c'est nul, c'est long, c'est moche comme la vie. Enfin, et à la fois, c'est ça qui fait que c'est une sorte de petite bulle. Et je me suis dit, mais moi, je vais mettre à hauteur d'hommes et de femmes, donc il faut que cette hauteur-là, elle soit à hauteur du public, non pas dans sa modernité, mais essayer de reconvoquer ce 17e avec la matière qui m'est donnée. Donc j'ai beaucoup été puisée à chaque fois dans ces phrases, dans ce qu'on pouvait réinvestir dans un lexique, tout en se disant, il ne faut pas que cette chose-là nous empêche de convoquer les hommes et les femmes au plateau d'aujourd'hui pour être à la hauteur des hommes et des femmes qu'ils ont été. Mais je me serais posé une question très différente si j'avais monté l'œuvre de Molière. Est-ce qu'il y a une autre question ? Là, et puis monsieur ici. Une là, et alors d'abord peut-être madame, et puis ensuite... ah oui, et ensuite par là. Question pour Philippe Cobert, si vous avez la réponse évidemment. Lorsqu'Ariane a commencé à faire le scénario du Molière, je suppose qu'elle a dû faire des choix. En 4 heures, il est impossible de raconter l'intégralité de la vie d'un homme aussi génial que Molière. Donc j'aurais voulu savoir, est-ce que vous auriez des exemples à nous donner de ce qu'elle a été obligée de mettre de côté ? De mettre de côté sur la vie, concernant la vie de Molière. Bah oui, enfin il y a des choses. Vous voulez dire des choses qui auraient été mises de côté, Oui, bien sûr. On devait faire les fêtes de Vaux-le-Vicomte, par exemple. Il y avait une grande scène. C'est Sami Frey qui devait jouer Fouquet, ouais. Et il y avait eu un problème d'ailleurs parce que c'est allé très loin puis finalement et ça coûtait trop cher. Mais il y avait les fêtes de Vaux-le-Vicomte qui ont été un moment très important puisque c'est là que le roi s'est rendu compte qu'il avait un rival qui était Fouquet et qu'il le cachait pas. Mais oui, bien sûr, il y a eu sûrement. Mais comme disait Julie, c'est aussi un fantasme, c'est-à-dire encore une fois, Ariane, elle a projeté le récit de sa propre troupe dans toute cette histoire-là. Donc, elle a pris là-dedans ce qui, sans doute, enfin là, je parle pour elle encore une fois, mais qui sans doute la rame. Par exemple, le choix de Joséphine de Rennes, celle qui jouait Madeleine. Joséphine de Rennes, c'était l'amoureuse d'Ariane, c'était sa compagne. Donc, d'ailleurs, il y avait un moment, c'est marrant, ça devait être quand elle cherchait des noms connus. Ça devait être, comment elle s'appelle, Colline Serrault, dont il était question à l'époque, qui était dans beaucoup de films, etc. Et je crois que Joséphine lui a dit, bon, écoute, là, ou c'est moi, ou ciao. Et moi, j'aurais pas osé dire ça, mais c'est ce que je pensais en disant, putain, ça me fait chier, je veux pas jouer un petit rôle, je m'en vais. Mais elle lui a dit carrément maintenant, et elle l'a bien fait, évidemment. Donc c'était, si vous voulez, elle jouait aussi sa relation, évidemment, sa relation d'amour avec Joséphine, à travers cette histoire-là.
Donc, je crois qu'elle a gardé de la vie de Molière, ou de ce qu'on peut imaginer la vie de Molière, et de ce qui est raconté dans Bouliakov, de ce qui est raconté dans les livres. Elle a gardé ce qui lui rapporte, ce dont elle se sentait digne de parler, c'est-à-dire qu'elle avait vécu, des choses qu'elle avait vécues, ou des analogies, des choses qu'elle pouvait comprendre, des choses qu'elle pouvait... Et d'ailleurs, il y a presque rien sur Don Juan, parce qu'Ariane m'a toujours dit, moi, c'est une pièce que je comprends pas. Alors moi, je comprends pourquoi elle comprend pas. Bien sûr que je comprends très bien pourquoi elle comprend pas, mais voilà. Et puis elle fait une place importante à la vie de Molière en province, enfin à la vie de la troupe, à son itinérance, qui voilà tient toute la... Cela dit, quand j'ai vu le Tartuffe tel qu'elle l'a monté, c'était extraordinaire, le Tartuffe qu'elle l'a monté, qui d'ailleurs a été démoli par la presse parce qu'ils ont pas compris, comme quand il y a des choses très fortes comme ça, très souvent ils comprennent rien. Et donc c'était déjà, ça parlait de l'intégrisme, qui pouvait aussi bien être l'intégrisme musulman, l'intégrisme juif, et c'était un spectacle extraordinaire. Et là, je suis allé la voir, je dis c'est incroyable cette affinité que tu as avec Molière, et qu'elle longtemps a rejeté. Elle disait non, le grand c'est Shakespeare. C'était aussi un peu un truc de théâtreux, de dire le grand c'est Shakespeare, Molière c'est un peu en dessous, machin. Et là, vraiment. Et puis pour continuer ce que vous disiez tout à l'heure, parce que je trouve ça très intéressant, c'est aussi la façon de le jouer. C'est-à-dire Molière, je trouve qu'on peut on peut le jouer, on peut essayer de le jouer naturel, comme moi je parle des hommes de ma génération, mais comme aurait pu le monter Peter Brook, c'est-à-dire le jouer naturel, le jouer comme Van Gogh, le jouer, et on peut aussi le jouer dans une forme extravertie complète, comme l'a fait Ariane, dans une forme de théâtre acidique, etc. Et quand c'est juste, ça sonne comme tous les grands auteurs, mais quand même, lui c'est vraiment, ça sonne actuel. Il parle de nous comme Balzac parle de nous, comme Alphonse Daudet parle de nous, mais quand vraiment, et ça peut être aussi bien. Par exemple, j'ai vu vous serez peut-être pas d'accord avec moi, mais le Tartuffe monté par Peter Stein, je l'ai vu à la télé, hein, mais aujourd'hui c'est bien filmé, les pièces, on peut voir. Et le Tartuffe monté par Peter Stein à la Porte Saint-Martin, avec Weber, Arditi, et qui était le Tartuffe un peu de Fernand Ledoux, c'est-à-dire vraiment le Tartuffe qui n'était plus du tout le jeune homme qui séduit, mais qui était le Tartuffe roublard, rusé, etc. Pendant un quart d'heure, je me suis dit, pas possible, comment on peut encore jouer comme ça? Il jouait tout comme ça, machin. Et au bout d'un moment, j'ai été aspiré par ce truc, et je dis, mais c'est comme le no. C'est-à-dire, ça donne une espèce de forme pas réaliste, mais qui donne une vérité au texte, qui fait que d'un seul coup, ce texte prend un relief. Je crois que quand même, l'interprétation de cette langue est quand même très importante, et ça peut être aussi bien dans un sens que dans l'autre. Et d'ailleurs, souvent, moi je l'ai expérimenté avec Aragon, ça se rejoint. Moi, Aragon, mon idée, c'était Mayakovsky qui déclamait ses poèmes aux marins de Petrograd à côté d'un piano, et je déclamais les poèmes comme ça, et cette déclamation parfois m'amenait à un naturalisme, au contraire, à une sincérité. C'est la même chose, c'est le voyage de l'acteur entre l'emphase, le romantisme, Sarah Bernard, je ne sais pas moi, et parfois je me dis j'aimerais voir une pièce montée comme on entend jouer Sarah Bernard, avec cette espèce de choses fausses, comme dans le théâtre japonais, comme dans le théâtre, et puis aussi de parler comme on parle là maintenant. Et ça le fait. Et c'est dans cette langue, c'est sans doute parce que ce qu'il raconte est éternel. De toute façon, il raconte des choses, les rapports avec le pouvoir, et voilà. Donc voilà, je fais tout. Merci tout à la beaucoup. fois. Alors nous avions une question par ici. On n'a pas beaucoup de temps malheureusement. On va aller jusqu'à 8h et j'ai changé mon train. Oui, oui. Ah ben, on va aller jusqu'à 8h, mais il est 8h moins 5. Alors. Je ne voulais pas voler la place. Et après monsieur. Voilà. Alors. Non, j'avais une question. Je ne sais pas s'il y a le micro. Bon, j'avais une question par rapport qui lie vos deux expériences. Dans le spectacle Jean-Baptiste Madeleine, Armand et les autres, vous dites vous êtes fondé sur les textes de la critique de l'école des femmes, l'impromptu de Versailles, les recherches documentaires. Mais il y a un moment, on voit arriver Clément Bresson avec un masque sur le front, puisqu'ils reviennent du carnaval, je crois. Et là, tout d'un coup,
moi, j'ai pu que voir Philippe Cobert dans Molière. C'est ce qu'on dit tout le temps. Je pense ne pas avoir été la seule. Et j'avais envie de vous demander quelle place vous avez dans ce théâtre très documentaire et documenté que vous avez, cette pièce très documentée que vous avez produite. Quelle place il y avait eu pour ce fantasme de Molière qui est tellement fort parmi nous et construit par le film de Mnouchkine? Je pense que la deuxième partie du spectacle, j'ai une première partie beaucoup plus sur la démocratie, la mini-démocratie en marche de Molière, qui s'appuie sur toutes les archives qu'on possède de leur carnet, en fait, des archives sur tout ce qu'ils annotaient, et d'ailleurs qui était vraiment très collectif. C'est pas du tout Molière qui tenait ces registres-là. Et du coup, toute la partie sur comment étaient votées les choses, comment ils fonctionnaient, comment ils étaient des administrateurs de leur propre théâtre. Et Madeleine Béjart était l'administratrice officielle du théâtre, de voir comment cette chose-là était partagée. Et puis, je voulais une deuxième partie beaucoup plus fantasmée, où les enfants sont présents et où on allait pouvoir, à travers une Saint-Jean dans Paris, non seulement parler du Paris du XVIIe, mais penser aux origines de la troupe, à quand ils étaient justement itinérants, comment ils se sont fondés. Enfin, au début, pour vous donner un exemple, on travaillait vraiment sur mai 68 en répétition. Je leur disais, voilà, comment est partie en fait votre utopie collective et du coup, cette chose-là, elle s'est transformée à hauteur d'enfant. Et je pense que on a été tous assez influencés par cette scène de la Galette des Rois, de quand Molière, lui, est petit. Et c'est drôle parce que ces masques-là, on les avait commandés en disant tiens, il faudrait que dans le décor il y ait des restes de masques de leur moment voilà d'itinérance et de troupes de campagne dans lesquels les mômes ils peuvent se déguiser et porter les trucs, parce que c'est là. Et puis ces masques ont mis beaucoup de temps à arriver. Et moi, finalement, je ne garde dans mes scénographies que je co-signe toujours que ce qu'ils jouent. Et puis ils ont fini par arriver. Et cette Saint-Jean, du coup, ils se sont un peu déguisés un jour. Je leur ai dit de faire une entrée. Ils ont pris plein de restes de costumes avec les gamins. Ils se sont tous déguisés. Et Clément a proposé cette chose. Mais je me suis rendu compte, après coup, en voyant les photos, à quel point la ressemblance, et tout le monde me dit, alors, il y a une allusion à Philippe Cobert. Je dis, non, mais pas directement. Mais c'est drôle de voir à quel point il y a une forme de mimétisme. Mais je pense que Clément lui-même, parce que pareil, Clément, il me disait, mais qu'il faut que je regarde? Est-ce qu'il faut que je regarde le documentaire sur Mnouchkine? Je lui disais, mais regarde-nous, nous, et tu vas trouver ta place là-dedans. Mais je pense qu'en fait, j'avais pas donné beaucoup d'orientation. Chacun était libre de lire ce qu'il voulait de la matière documentaire, et puis chacun allait devoir le faire à hauteur de personnage, parce que ceux qui détenaient les registres, ils ont dû aller travailler avec Agathe, ils ont dû aller se documenter sur certains endroits plutôt que d'autres. Après, je leur avais donné le documentaire de Frédéric Wiseman sur la Comédie Française, je leur avais donné le Van Gogh de Piala, et je leur avais donné le Molière de Mnouchkine, juste pour être cette nourriture-là. Et donc, effectivement, il y a ce mime, mais qui me plaît, puisque je crois qu'en fait, quand même, quand Éric m'a fait la proposition, parce qu'Ariane Mnouchkine, en tant que femme, avait pu parler d'elle à travers la figure de Molière, il y a quelque chose où je me suis dit, bon, peut-être que moi aussi, quelque part, je ne vais pas faire cette œuvre fleuve, mais peut-être que, à travers cette figure masculine, je vais pouvoir non seulement parler de celles et ceux qui sont autour de cette figure, et peut-être que cette figure masculine va pouvoir être aussi un passeur à travers Clément d'une histoire aussi qui est la mienne. Donc je trouve ça assez joli, et c'était pas volontaire, qu'il y ait des traces de cette expérience-là dans ce carnaval. En fait, ce que j'ai trouvé dingue dans le film de Mnouchkine, c'est comment parler autant de la troupe de Soleil, comment parler autant de la cartoucherie à travers eux. Enfin, moi, c'est ça que je me suis dit, mais c'est une œuvre géniale. Et c'est drôle, la première fois qu'on a parlé de ça, parce que je fais aussi un peu de cinéma, c'était avec mon producteur, et qui me disait, mais moi, j'ai cette affiche chez mes parents encore, et c'était mon affiche de chambre de jeune homme, cette grande affiche, et de voir à quel point ce film-là, c'est pas si fréquent en plus, un film qui parle de nos métiers sans que ce soit... c'est dur de parler de nos métiers via un autre filtre qui est le cinéma, où souvent on se reconnaît pas forcément, on dit bah non. Et là, il y avait comme un hommage, et surtout le fait que
Ariane ait fait aussi une œuvre si singulière en tant que metteuse en scène. C'est-à-dire, c'est pas simple de changer son média et de s'autoriser à avoir du surréalisme, de s'autoriser à avoir cette mort complètement dingue, comme ça, de marcher, de s'autoriser à avoir un endroit qui s'envole, de s'autoriser à se carnavaliser. Enfin, je trouve ça fou de s'autoriser autant d'images géniales, théâtrales, à travers le vecteur d'un film, et qui fait que je trouve que c'était non seulement un grand film, mais aussi une grande trace, je trouve, pour la mémoire de nos métiers. Merci. Alors, peut-être une dernière question. Voilà, monsieur là, qui a levé la main à plusieurs reprises. Je suis désolé pour les autres, mais... Vous avez dit détruire Don Juan, en le détruisant, le retrouver. Peut-on trouver de la... vous avez dit détruire Don Juan. Détruire ? Enfin, le détruire dans le sens de le décomposer, en faire une farce, y trouver la farce, trouver les nez que vous avez trouvés au magasin, le redécouvrir d'une autre manière, mais d'une certaine manière le détruire. Et je voulais demander si on peut... Je ne voulais pas du tout déconstruire Don Juan, hein. Je voulais pas du tout... mais je voulais, si vous voulez, je sais pas ce que je voulais faire un spectacle qui fasse pas chier les gens. Et je voulais surtout... je sais pas ce que je voulais. Je voulais faire un spectacle qui soit beau, qui soit vivant, il y avait des décors, je voulais qu'il y ait des machines, il y avait un orage, j'ai eu cette chance extraordinaire que c'était pendant qu'Ariane faisait le montage de Molière, donc elle avait partagé la subvention du Soleil en deux, la moitié pour Jean-Claude Pinchetin et la moitié pour nous, donc on avait des moyens, on avait la carte blanche, enfin, donc j'ai pu faire des orages, la statue qui bouge, enfin, toutes les choses magiques qu'il y a dans Don Juan. Mais c'était pas, et je suis arrivé à une farce, j'allais dire parce que c'est ma nature, pas tellement parce que non, moi je vous dis, moi j'avais prévu faire genre Chéreau, moi. Je faisais genre théâtre sérieux, quoi, genre théâtre comme ça, machin, comme voilà, pas du tout. Or, il s'est avéré que nous étions, ma petite bande et moi, incapables de jouer comme ça, et surtout qu'on s'ennuyait à mourir. Et donc, on a trouvé, si vous voulez, la vérité de la pièce, et peut-être sa tragédie d'ailleurs, dans une farce. Mais c'était pas du tout dans l'idée de détruire Don Juan. Au contraire, c'était un Don Juan qui aurait pu se jouer sur les places de village. C'était un Don Juan de baraque foraine, un Don Juan voilà. Et ça d'ailleurs les gens l'ont compris tout de suite. Mais je me rappelle. Mais par exemple, quand je commençais le monologue sur l'hypocrisie. Alors on était dans la farce tout le temps, et quand je jouais le monologue sur l'hypocrisie, je me rappelle, mais c'est instinctif, hein, c'était pas un truc, c'était un truc d'acteur. D'un seul coup, c'est comme si j'arrêtais de déconner, et je jouais ce Don Juan vraiment, ce monologue sur l'hypocrisie, simplement, comme je disais, naturel. Et beaucoup de gens ont cru que je l'avais écrit. Les gens me disaient, mais c'est toi qui as écrit ce truc? J'ai dit, mais t'es fou, toi, c'est dans la pièce. Enfin, vous voyez, c'est tous ces niveaux-là. Et donc, non, je cherche pas du tout à... Au contraire, je trouve que c'est extraordinaire comment Molière attaque Don Juan, c'est le grand seigneur méchant homme, et comment il le défend. Parce qu'en même temps, Don Juan est aussi celui qui brave la société, qui brave la morale, et en même temps, il viole des femmes. Enfin, parce que quand même, l'histoire d'Elvire en particulier, alors je vous répète, Charlotte, c'est loupé. Il n'y arrive pas parce que elle veut la situation sociale et il n'arrive pas à ses fins. Mais avec Elvire, il arrive à ses fins et quand même si elle le brave, même si elle le coince, mais voilà. Donc et c'est aussi celui qui casse avec l'aristocratie de l'époque, c'est celui qui brise la morale, c'est celui qui voilà, c'est tout ça, c'est cette contradiction infernale et la pièce a été jouée 3 semaines et interdite immédiatement à l'époque, évidemment. Donc, c'est pas du tout le jouer farce, burlesque. Je vous dis, c'était pas pour le détruire, c'était pour le rendre. Et j'ai fait finir par ça. Je me rappelle, il y avait évidemment beaucoup de scolaires. Le Molière et le Don Juan étaient au programme des premières. Donc, on avait beaucoup de gamins. Et je me rappellerai toujours qu'ils riaient comme des malades parce qu'ils pensaient pas qu'on pouvait faire autant de choses burlesques sur Don Juan. Et j'en ai un en train de dire, monsieur, vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé de pièce? Enfin, voilà.
C'est le plus grand compliment qu'on pouvait nous faire. Ben, en tout cas, nous, on ne s'est pas trompé d'invité parce qu'on est très, très heureux, cher Philippe, chère Julie, de vous avoir reçu ce soir. C'était tout à fait passionnant et ça nous donne envie de continuer à suivre votre travail dans les mois et les années à venir. Merci à tous et à toutes d'avoir été là ce soir. Je vous donne rendez-vous pour le dernier cycle qui est le 1er décembre et qui sera sur le thème justement de Molière et les femmes et les rôles de femmes, avec Agathe Sanjuan, avec Anne Kessler et Suzanne Aubert. Et puis bien sûr dans l'exposition jusqu'au 15 janvier. Et cette exposition, vous savez peut-être qu'elle a aussi son pendant à la Bibliothèque Musée de l'Opéra avec Molière en musique. Donc profitez de la fin de l'année Molière pleinement. Et merci à tous de votre présence. Bonne soirée. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.